synchronisation entre la musique et les arabesques multicolores qui accompagnent le déroulement d'une bande sonore sur l'écran des ordinateurs. L'hiver. Le cycle des saisons se termine avec l'hiver. Archimboldo réalise cette figure avec une souche d'arbre sec. L'aspect anthropomorphe des petits rameaux desséchés et d'un champignon incrusté dessine les traits d'un visage. Il n'y a plus d'éléments rajoutés, sauf le vêtement de paille tressé qui couvre les épaules et les agrumes de la saison morte qui servent d'habituel ornement pectoral. 2 citrons accrochés à un rameau. Composé avec moins d'objets hétéroclites, l'hiver se rapproche des compositions fantastiques et des paysages aux traits anthropomorphes de Jérôme Bosch et de Bruegel l'Ancien, peuplé de monstres mi-hommes, mi-bêtes, mi-poissons, mi-oiseaux. En s'approchant de la toile, un détail ne passe pas inaperçu. C'est la broderie du manteau qui représente les épées croisées de Meissen, c'est-à-dire les armoiries de la Saxe. Ces armoiries se substituent à l'initiale du prénom de Maximilien II et aux sceaux de la Toison d'Or qui sont frappés sur le vêtement de l'allégorie de l'hiver conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Si la première série des 4 saisons datant de 1563 est dédiée à la gloire des Habsbourg, la deuxième, réalisée 10 ans plus tard, est envoyée à l'électeur de Saxe en tant que promesse du soutien éternel de l'empereur à la famille qui domine cette région. Le message politique est adressé directement par Maximilien II, car l'hiver est associé à l'empereur depuis que celui-ci a choisi de se travestir en cette saison à l'occasion de la mascarade organisée pour le mariage de son fils, l'archiduc Charles, à Vienne. Le choix de représenter seulement des têtes n'a lui non plus rien d'anodin. Une légende indique que les Romains, en creusant les fondations du Capitole, avaient trouvé une tête antique. Elle prophétisait que la ville de Rome deviendrait le caput mundi, c'est-à-dire le chef du monde. Les têtes peintes, données à l'empereur, indiquaient alors que la maison d'Autriche serait pour toujours le siège de l'Empire et que le prince, comme la tête, gouvernerait le corps, c'est-à-dire toutes les nations. L'air. Le premier élément de la série est l'air. Bien plus compliqué que les autres, cette tête se laisse déchiffrer seulement après un certain effort d'attention. C'est peut-être à cause de la multitude de becs et d'yeux des volatiles ou des ocelles de la queue du paon qui semblent nous fixer comme sans regard et perturbent notre contemplation. Certes, ce visage est moins souriant et moins ludique que les autres personnifications, mais il ne faut pas perdre de vue son aspect symbolique. Le paon et l'aigle impériaux viennent souligner, comme des armes ou des emblèmes, la présence dissimulée des Habsbourg. L'aspect symbolique des animaux est encore plus évident dans la personnification de la terre, où le bélier, disposé sur la poitrine, est une référence évidente à la toison d'or portée par les empereurs et les hauts dignitaires de la cour autour du cou. Malheureusement, ce tableau est absent dans l'exposition. Sans respecter l'échelle des proportions réelles des animaux, Archimboldo les entasse les uns à côté des autres, suivant une relation logique entre les animaux et la physionomie humaine. L'éléphant, par exemple, constitue la joue, car celle-ci est la partie du visage qui rougit, et l'éléphant est, selon une tradition qui remonte à l'Antiquité, un animal timide et honteux. Le lièvre représente le nez, car ceux qui ont un bon odorat sont imprudents et audacieux, comme un lièvre. Et la bouche est un chat, car cet animal est vorace. L'attention portée à une représentation fidèle des animaux anticipe la magnifique figure de l'eau. Le feu. Le feu est le plus jeune des éléments. Il est coiffé de tisons qui brûlent et bâti de briquets de fer, de mèches combustibles, d'une pierre de silex, d'une lampe et d'une chandelle allumée. Archimboldo a aussi intégré des canons et un pistolet, les machines de guerre typiques de l'époque. La présence de la maison des Habsbourg dans les 3 autres éléments passe toujours par les allusions symboliques d'objets génériques. Ici, elle n'a rien d'allusif, car elle est rendue évidente par des objets bien précis. Accrochée au beau collier, on voit la tête de bélier de la Toison d'Or.
dont le briquet nasal est déjà symbolique, et juste derrière lui, l'aigle bicéphale, emblème de la famille. Ces détails priment sur l'ensemble de la composition, ce qui induit à penser que le modèle de cette nature morte, aux traits anthropomorphes, est un jeune prince de la maison d'Autriche. L'eau. L'eau est encore une belle symphonie de couleurs où dominent les gris délicats, relevés ici et là par quelques notes de rouge. Celui de la langouste sur la poitrine, celui des branches de corail sur le front et celui de la crevette sur la coiffure. Arcimboldo réalise les détails des habitants de la mer avec un pinceau exceptionnellement fin. L'exactitude de leur représentation relève de l'habitude de l'artiste à la précision scientifique. En effet, pour augmenter les collections impériales, il produit de nombreuses illustrations d'oiseaux exotiques ou de mammifères extraordinaires qu'il peint toutes d'après nature. Ici, plus de 40 espèces différentes, mollusques, reptiles, annélides et bien d'autres sont facilement identifiables. Elles proviennent toutes de la Méditerranée, sauf une, le Pégasus, qui vit dans les océans Pacifique et Indien. Sa tête apparaît à côté de l'oreille en forme de coquillage. Fait rare, l'eau incarne clairement une figure féminine. Elle porte un collier de perles et des boucles d'oreilles assorties. Faut-il chercher une ressemblance? Physiquement, non. Mais peut-on se demander si, couplée avec l'hiver, figure de l'empereur, la personnification de l'eau, avec ses branches de corail et ses écailles de poisson disposées verticalement sur la tête, ne renvoie pas à la couronne impériale de l'impératrice? Cette interprétation est, semble-t-il, très probante. Le juriste. L'ironie contenue dans le bibliothécaire devient une véritable dérision dans le juriste. Pendant longtemps, le personnage représenté a été identifié par les historiens de l'art comme le réformateur Calvin, dont l'artiste, avec mépris, aurait déformé les traits pour le rendre monstrueux et critiquer ainsi les protestants. Rien de plus faux, car ce portrait représente en fait Johann Ulrich Sasius, trésorier de la maison impériale et spécialiste de droit romain. La figure du juriste est symbolisée en effet par l'accumulation et la disposition bien précise des objets qui suggèrent ce métier. Un de ces aspects ne suffirait pas à lui seul pour faire de lui un juriste, mais leur assemblage fonctionne comme un pléonasme, c'est-à-dire une juxtaposition d'éléments divers qui conduit à une définition bien précise. Encore une fois, le sujet. Comme des métonymies complexes, les livres qu'il lit forment son ventre, les lettres qu'il écrit crée son cou, et les victuailles qu'il reçoit comme salaire constituent son visage. Cette substitution est certainement la plus grotesque, car elle fait coïncider l'œil de la figure avec celui d'un pauvre et piteux poussin, comme dans le tableau du terrible cuisinier. Malgré le camouflage audacieux inventé par Arcimboldo, tout le monde à la cour arrivait à reconnaître Sasius, le bon juriste. L'abbé Gregorio Comanini raconte l'amusement des courtisans devant ce visage, dont l'aspect, d'après lui, correspond à celui d'un homme avec la syphilis, à l'époque très diffusée, et appelé le mal français. Pour un public habitué à se travestir et à interpréter les rôles empruntés à la commedia dell'arte, il ne s'agissait que d'un amusement de plus, cette fois-ci fondé sur l'auto-ironie du protagoniste. La restauration de ce tableau a révélé deux signatures, l'une au recto et l'autre au verso de la toile. La première, lisible sur la tranche d'un gros livre, a d'abord été interprétée comme une inscription grecque. Flora. Suis-je Flore ou bien suis-je des fleurs? Et la question d'identité lancée au début d'un madrigal dédié par Comanini au tableau d'Arcimboldo. L'admiration que cette œuvre a suscitée chez les contemporains du peintre est prouvée par les 3 madrigaux qui lui ont été dédiés par Comanini, Gherardini et Bergoni. Pourquoi Flora a-t-elle eu autant de succès? Si l'on compare Flore avec l'allégorie du printemps, on s'aperçoit immédiatement de l'évolution stylistique de l'artiste.
Le visage est désormais vu de 3/4, comme un vrai portrait, dont la chair délicate